Bonjour, quelques commentaires donc sur le DS3 que je vous rends. Donc premier commentaire, donc le barème est sur 119 et la note sera ramenée sur 60, ce qui est un petit peu moins bien que ce que je prévoyais. Je pensais sur 70, si le devoir était bien réussi, sur 80, en gros. Donc la note est ramenée sur 60, donc pour avoir votre note sur 20 par rapport à la note que vous avez sur votre copie, vous divisez par 3. La répartition du barème qu'on va détailler un petit peu pour que vous compreniez comment ça fonctionne, hein, donc 40 points pour les exercices 1 et 3 qui étaient plus longs, et puis en gros un tiers à chaque fois, pardon, pour l'exercice 2 et 4. D'accord. Donc on a une moyenne de classe d'un peu moins de 10, ce qui veut dire que pour avoir la moyenne, en gros, il fallait grappiller 30 points sur 119. Alors ça correspond à peu près à ce qui pourrait arriver à un concours, hein, pas de souci là-dessus. Une des raisons pour lesquelles les notes sont finalement globalement, enfin la moyenne est la même, mais ont été un peu plus faibles et on a divisé pour 60, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui habituellement, les autres fois ont eu des notes assez bonnes et qui ont eu de très mauvaises notes. C'est-à-dire que vous êtes quelques-uns, donc vous vous reconnaîtrez bien sûr, à être passés complètement à côté du devoir. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, c'est quand ça se passe mal, ne pas paniquer et arriver à, on va dire, sauver les meubles, c'est-à-dire avoir une note qui n'est pas forcément une note excellente à laquelle vous pourriez prétendre ou que vous auriez voulu avoir, mais au moins une note qui limite les dégâts. D'accord? Ce qui est très important dans l'optique des concours, hein. Quand vous allez passer un concours, dans chaque concours, vous aurez 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, une épreuve de français, une épreuve d'anglais, une épreuve mixte, souvent d'IPT modélisation, une épreuve de SI ou d'info suivant l'option à laquelle vous êtes. Et l'idée est évidemment de réussir le mieux possible chaque épreuve, mais plutôt que de chercher à avoir un 18, il faut déjà éviter de se prendre un carton. D'accord? Et si toutes les épreuves sont à peu près mesurées et vous n'avez pas de gros cartons, ça vous permet d'envisager le reste et de profiter des épreuves qui, elles, auraient vraiment bien marché. D'accord? Donc vraiment, savoir réduire les gros problèmes quand ils arrivent, c'est important. Alors on note que les notes s'échelonnent, hein, un écart type qui est beaucoup plus grand, notamment du fait qu'on a quand même des très bonnes notes, hein, puisque la première note ça fait 26 sur 20, donc qui sera écrétée à 20 évidemment. Voilà. Alors là vous avez toutes les notes, hein, vous étiez 4 pardon, à l'avoir fait à distance, donc évidemment pour les 4 qui l'ont fait à distance, les notes ne compteront pas dans la moyenne. Et sur prépa plus, oui, vous aurez absence excusée au devoir. Question d'équité. Alors, rentrons un peu dans le détail. Le premier sur les sommes complexes, avec la première question qui en soi fait peur. On va voir qu'en fait, c'est pas si méchant qu'il n'y paraît. Et deuxièmement, je vais vous expliquer un peu en détaillant le barème pour voir d'où viennent les points et ce qu'il fallait faire. Donc, la mauvaise piste, c'était la récurrence, pour ceux qui sont tentés. Et donc l'idée, hein, c'est avant tout d'écrire donc ce qu'on devait démontrer, c'est-à-dire partir de un calculon, la somme de k égale 1 jusqu'à n, des alpha n, alors θ indice L, vous pouvez le remplacer directement, 2pi L sur n, exponentielle moins i m 2pi L sur n. D'accord? Donc il y a un devoir évidemment qui se profile. Et la définition du alpha n, ce qui nous intéresse, c'est que ça nous donne la somme de k égale 1 jusqu'à n, des donc 1 sur n, la somme, pardon, de L, excusez-moi ici, à l'extérieur, de k égale 1 jusqu'à n des xk exponentielle ikθ, le tout exponentiel de moins i m de pi L sur n. Et θ, c'est donc 2pi L sur n. D'accord? C'est mal écrit. Bon, arrivé ici, on voit que le 1 sur n, on peut le sortir, il ne va pas nous embêter. Et puis on se retrouve avec une somme dont on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est tenter l'interversion. Alors, ça serait bien que cette interversion soit justifiée, je l'ai vu à peu près jamais.
en disant qu'on est sur un domaine rectangulaire. Et on a donc la somme de L égale 1 jusqu'à N des xk qui va apparaître ici. Bah, ce xk est une constante par rapport à L, donc on va pouvoir le sortir de la somme. D'accord? Je le sors et j'efface le xk qui est apparu une deuxième fois. Et donc, des exponentielles, i, et on va tout ramasser. Notre somme maintenant porte sur L. Donc, je vais mettre le L en facteur. Donc, j'ai k moins m, 2pi sur n, et le tout à la puissance L. D'accord? Donc, nous voilà avec une somme des termes d'une suite géométrique. Attention, petit piège, vous allez de 1 jusqu'à n. Donc il vaudrait mieux le mettre une fois en facteur pour faire apparaître une somme de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Qui dit somme des termes d'une suite géométrique dit 2 cas à étudier. Exponentielle ik-m 2pi sur n est égal à 1. Ou exponentielle ik-m 2pi sur n n'est pas égal à 1. Si c'est pas égal à 1, la somme géométrique va valoir 0. Si c'est égal à 1, la somme des termes de suite géométrique vaudra le nombre de termes, c'est-à-dire n. Résultat, tout ce terme-là, bah, en fait, vaut n fois delta m k. C'est-à-dire que quand k moins m sera égal à 0, c'est-à-dire k égale m, on aura un n, puisqu'on sera dans ce cas-là. Dans tous les autres cas, 0. Ce qui fait qu'on sort le m, et dans notre somme ici, on n'a plus personne, sauf notre somme d'au-moins m. D'accord? C'est pas si long, c'est pas non plus très difficile, contrairement à ce qui paraît au départ. Mais il faut se lancer dans le calcul et le faire avec rigueur. Sur vos copies, vous allez rencontrer des rigueurs partout. En fait, vous allez vous rendre compte que la rigueur sert dans les raisonnements, qu'on va retrouver sur les applications, ce qu'on est en train de faire là en ce moment, les injections sur réduction, enfin ce qu'on a fait la semaine dernière, mais va servir énormément aussi sur tout ce qui est calcul. Et si vous voulez emmener des calculs un peu longs avec plusieurs étapes proprement, il faut les faire rigoureusement. Voilà, ça, vous pouvez l'apprendre. Donc, distinction de ceci, si vous aviez écrit la formule sur laquelle passer en mettant la double somme, etc., vous aviez un point, vous intervertissiez les sommes, éventuellement en le justifiant, c'est mieux, un autre point, puis vous retrouviez face à cette somme-là, vous disiez que c'était une somme géométrique, un point. Vous parliez de la formule de Demoivre, puisqu'il y en a besoin en disant que L est dans Z, un point. Vous faisiez la distinction de K et le résultat qu'apporte cette distinction de K, un point à chaque fois. Et le résultat global, 2 points. Donc voilà 8 points sur 19 à aller chercher. Ensuite, on va retrouver des exercices qui seront aussi donc un autre calcul qui est sur 8, dont on va parler un petit peu, 1 sur 4, et un gros calcul qui est sur 8. Alors celui-là, je ne vais pas vous le faire en détail, c'est réellement le calcul, à mon avis, le plus compliqué, parce que là, il faut voir bien comment réindexer et comment faire les différents calculs. D'accord? La première somme, celle-là, je prétends que tous, avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le cours, et puis de ce que je vous ai vu faire, vous savez le faire. Donc, si je reprends cette somme-là, pareil, en calculant, la somme de k égale 0 jusqu'à n, des z puissance k moins 1. Je remplace z puissance k par sa valeur. K 0 à n, des exponentielles i, alors 2 k pi sur n moins 1. Hop, hop. C'est un module. Avec, au passage, un petit demoivre pour justifier le tout. D'accord? Il donne que le z puissance k, on peut mettre la puissance au-dessus. Bien. Factorisation par l'angle moitié, donc somme de k égale 0 jusqu'à n, des exponentielles i k pi sur n, je vous laisse refaire le calcul, et puis vous allez trouver un 2i sinus k pi sur n. D'accord? Calcul de ce module-là, et là j'ai vu des choses assez étonnantes, donc je vous rappelle que l'exponentielle i k pi sur n, c'est un exponentiel iθ, et donc c'est un complexe de module 1. De même, le module de i, ça vaut 1. Partant de là, notre somme, c'est plus que la somme de k égale 0 jusqu'à n, des, j'ai un 2 qui est devant, valeur absolue de sinus k pi sur n. Alors, un certain nombre ont été bloqués ici,
Qu'est-ce qui nous bloque? C'est le fait d'avoir une valeur absolue. Comment on fait pour enlever les valeurs absolues? On étudie le signe. Une fois qu'on a étudié le signe, bah, on se rend compte que quand k est compris entre 0 et n, k n c'est compris entre 0 et k, donc le sinus est positif. Voilà une façon assez simple de justifier qu'on a la somme des sinus k pi sur n. Puis on se retrouve ici avec une somme de sinus, ça c'est la question de cours. On va reprendre la partie imaginaire, 2 exponentielle i k θ, somme des termes de suite géométrique, et après il y a encore une factorisation par l'angle moitié. Donc évidemment c'est un calcul qui au global est assez long, mais l'ampleur de ce calcul se détaille étape par étape sans difficulté. Donc si vous aviez cité le demeure correctement, vous aviez un point, l'angle moitié, vous aviez un point, le module écrit correctement de zk-1, vous aviez 2 points, c'est la moitié des points pour ça, un point pour l'étude du signe du sinus qui permet d'enlever la valeur absolue, un point pour reconnaître une suite géométrique, et l'écrire proprement avec la partie imaginaire, 2 points pour la façon dont est mené le dernier calcul, pour bien trouver cette valeur-là. D'accord? Bien. Question 2, qui était une question intermédiaire qui sert pour cette question-ci. Ben, la somme des termes, on retrouve la somme des termes géométriques à gérer convenablement, et on se retrouve avec la question d'Anser égale 1. Donc vous aviez 2 points si vous distinguez les cas, disant que ça posait problème si R est congru à 0 ou n'est pas congru à 0 modulo n, et puis 2 points pour le calcul proprement qui donne n dans un cas et 0 dans l'autre. D'accord? La question 3, je ne reviens pas dessus. La question 4, il y avait 3 points pour le calcul dans le cas particulier. On commençait par écrire ce que valait z dans ce cas-là. Donc si n égale 3, z est égal à j. Et donc on avait assez vite que g est égal à 1 plus j plus j4. C'est-à-dire 1 plus 2j, c'est-à-dire i racine de 3. Bon, le module vaudra racine de 3, vous multipliez par le conjugué. Pour la question 5, cette formule-là, elle est compliquée à obtenir, c'est aussi une formule assez lourde. Le calcul de g bar à l'aide de la somme qui est aussi écrite ici, je vous l'ai mis sur 2 points, notamment le fait que le module de z permet d'avoir du 1 sur z. Et puis le calcul de g bar égale la somme, j'ai mis 3 points. Je pense que personne ne l'a fait proprement. En revanche, ça, vous pouviez l'utiliser. Une fois que vous aviez ça, i de moins 2L, vous utilisez la question 2 qui a été faite, d'accord, pour trouver le résultat. Donc 3 points pour avoir n, et puis le module, où il suffisait de prendre la racine de ce qui précédait, 1 point. Pour l'exercice 2, alors c'est un système linéaire. Pareil, ce qui vous a fait principalement défaut là-dedans, c'est la rigueur du traitement. D'accord? Vous avez des calculs à mener, vous décidez de faire cet exercice-là, faites-le calmement, proprement, et en ayant une chance d'aboutir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez de la place sur votre feuille pour écrire les choses tranquillement, vous prenez vos calculs les uns à la suite des autres, et ensuite vous suivez votre algorithme du pivot proprement. J'en ai 2 ou 3 qui ont essayé une méthode autre que l'algorithme du pivot, on va dans le mur assez vite. D'accord? Il me semble vous l'avoir dit qu'un système linéaire, le pivot, c'était quand même de loin le plus efficace. Bien, alors je vous invite à regarder le corrigé pour voir qu'effectivement ça se fait en à peu près une page, un peu plus si vous écrivez large, mais ça se fait très facilement. Pour avoir les points, si vous me disiez que c'était un système linéaire, pour dire ce que vous étiez en train de faire, vous aviez un point. Il y avait un point pour simplement me dire que vous alliez utiliser une méthode du pivot. Donc vous perdez un point si vous ne me le dites pas. Et puis un point pour la description, en gros, de la méthode du pivot. Il y avait 2 cas qui arrivaient au milieu. Pensez à les étudier, ça faisait 2 points. Ces cas, normalement, c'était 1 et moins 3. J'ai donné des points si jamais vous aviez trouvé d'autres valeurs parce qu'il y avait des fautes de calcul. Puis, les cas particuliers, m égale 1, m égale moins 3, le résultat, et le calcul fait correctement, valait 3 points à chaque fois, et 3 points pour le cas général. Donc il y en a beaucoup qui au final ont eu 4 points parce qu'ils n'ont pas préoccupé du fait qu'ils pouvaient avoir des choses nulles. Ce calcul-là a été fait correctement. Et ici, généralement, il n'y a que ce point-là, avec une description plus ou moins bonne. Donc il y en a qui ont l'impression d'avoir tout fait et qui ont 3 points sur 14. D'accord? Résoudre un système linéaire, c'est dire, dans tous les cas, l'ensemble des solutions. C'est vraiment en discuter.
Donc l'exercice 3, alors qu'il a une forme un peu bizarre, puisqu'on annonce le théorème dès le début, c'est pas ce qu'on fait habituellement. Voilà. Attention, il y en a qui se sont servis du théorème au milieu en disant « Ah bah c'est le théorème 1 qui permet de montrer ça ». Évidemment, c'est pas licite ici, puisque le but est de démontrer ce théorème. Alors, le barème sans grande difficulté, hein, là, il y a vraiment des points pour à peu près toutes les questions. La première, exprimer S et P en fonction de Z et bon, somme et produit des racines. Ce sont les relations coefficients racines, hein, on l'a quand même vu déjà plusieurs fois. Pour le B, on attendait des réponses, même si j'ai mis des points à chaque fois, mais en fonction de U. Et donc les bonnes réponses, c'était module de U égale 1, et puis de l'autre côté, bah, l'argument de U est congru à 0 modulo de pi, ce qui équivaut à U appartient à R+. Puis un petit calcul qui permettrait de se soulager pour la suite, qui valait aussi 2 points. Donc finalement, vous aviez 8 points hein, pour juste cette présentation. Alors, dans le cas où on a les mêmes modules, vérifier l'égalité, et dans le cas où on a le même argument, vérifier l'égalité, bah, les deux cas, plusieurs façons de le faire, mais finalement le plus facile était sûrement celui-ci. Vous écrivez les choses dans le cas où Z1 est égal à R exponentielle Iθ 1, Z2 est égal à R exponentielle Iθ 2, et puis là, quand Z1 est égal à R1 exponentielle Iθ, Z2 égale R2 exponentielle Iθ. Je vous invite à refaire les calculs dans ces deux cas-là. Vous allez voir que pris calmement, je pense que vous savez le faire aussi. Le lemme 2, qui était l'objectif de la question 3, pardon, donc il y avait 4 points pour l'implication, le fait de le montrer proprement, et j'ai compté un point pour ceux qui ont vérifié, mis dans l'autre sens, la synthèse. D'accord? Alors qu'elle n'est pas demandée ici. Pas mal d'entre vous ont refait le calcul. Je vous signale que si on regarde ce que donne ceci, la seule idée à avoir, c'est de dire que A, c'est A moins B plus B. D'accord? Et je vous signale que quand on écrit du A moins B et du plus B, hein, c'est pas très très compliqué à avoir. Et remarquez qu'on a ici une égalité. Ça veut dire qu'on est dans le cas d'égalité. C'est une question de cours de l'inégalité triangulaire dans le cas des réels. D'accord? Il existe donc un réel bêta positif tel que A moins B est égal à bêta B. D'accord? Puisque B est non nul. Et ça nous donne que A est égal à bêta plus 1 B. Et donc alpha est un très bon, bêta plus 1, pardon, est un très bon alpha. D'accord? Donc vous aviez 4 points pour ceci. La suite du problème, donc le A, les deux exercices se ressemblaient énormément, les deux questions 4 et 5. Ici, c'était simplement utiliser proprement le lemme 2. Alors, là, j'ai rencontré une chose assez étonnante, qui est que la question 4A était plus difficile pour beaucoup que la question 5A. J'aurais posé à l'envers, je pense qu'on gagnait environ 1 point de moyenne, presque. Un peu moins, mais parce que la question 5A aurait été traitée. Il y en a plein qui, n'ayant pas traité la question 4A, se sont dit la suite c'est pareil. Alors pourquoi c'est plus facile? C'est parce que simplement, pour pouvoir utiliser la question précédente, dans le cas de 5A, on écrivait S carré moins 4P plus module de 4P égale module de S carré. Là, on est dans le cas où on a bien du A moins B plus B égale A. D'accord? Donc, ça s'applique directement. Dans le cas de 4A, là, certains n'ont pas réussi à l'écrire proprement. Donc 4P moins S carré plus S carré. Donc j'en ai vu qui m'ont mis 4-5 lignes pour tourner en rond et se planter dans le calcul. Ceci égale module de 4P carré. De 4P. Donc cette fois, c'est 4P qui vaut A, S carré qui joue le rôle de B, et ici, du A moins B. Tout s'applique de la même façon, d'accord? Et c'est ça qui vous donne les différences entre bêta plus petit que 4 ou bêta plus grand que 4. Le lien entre les deux. Montrer que c'est U est solution de 1 plus U le tout au carré égale bêta, ça c'était pas très méchant non plus, vous le vérifiez. Et puis démontrer
et démontrer que alpha est un nombre réel, et puis on demandait d'en conclure les propriétés, ça, il suffisait de résoudre, dans les deux cas, l'équation 1 plus u au carré égale bêta u. C'est-à-dire u carré plus 2 moins bêta u plus 1 égale 0, avec le cas bêta plus grand que 4 et le cas bêta plus petit que 4. Le cas positif. D'accord? Alors une petite bémol dans l'énoncé, en fait, il fallait plus que u, il fallait montrer que u était un réel positif pour vraiment résoudre le problème. 2 points si vous étiez capable de dire à peu près quelle question permettait de montrer quoi dans le théorème qui était montré jusque-là. Dernier exercice sur 15, donc exercice qui lui était volontairement assez libre, donc ça veut dire que c'est un exercice où c'est à vous de vous structurer. Des produits matriciels, alors le corrigé que je vous ai distribué était faux, je vous ai envoyé des corrections dessus, et simplement le corrigé est relativement peu faux, c'est juste les premiers calculs de matrice où il y a des formules que j'ai réécrites sur des copier-coller qui sont pas très bonnes, mais à partir de la différence qui donne ça, le corrigé est bon. Alors en gros, sur les 15 points, vous aviez 2 points si vous écriviez à peu près proprement l'idée de la récurrence et dire comment ça allait marcher. 2 points si vous écriviez qu'on cherchait cette différence-là, au rang n plus 1. D'accord. 4 points si vous écriviez qu'il y avait besoin de prouver finalement ces résultats intermédiaires-là, pardon, et là c'est un BN, et que vous le fassiez. 2 points pour résoudre le rang 2 entièrement. 2 points pour la conclusion et la qualité du résultat. Et puis 3 points sur mon appréciation, sur les initiatives qui étaient faites. Alors, on se rend compte ici, il y a une remarque qui est que finalement, ce que vous cherchez et que vous attaquez au rang n, ça vous donne une idée pour le rang 2, qui en un sens est plus difficile que le rang 2. Donc, on avait cette matrice-là, donc quand je regarde au rang n plus 1, d'accord, j'en déduis, et en faisant le calcul, ça vaut mn plus 1, que au rang mn plus 1, j'ai an plus 1, qui est donc égal, je vais essayer de ne pas me planter comme dans l'énoncé, à ana plus bnc, bn plus 1, qui est donc égal à anb plus bnd, cn plus 1, qui est égal à cna plus dnc, et puis dn plus 1, qui est égal à cnb plus dnd. Bon, l'idée, quand vous cherchez à prouver qu'on a bien an plus dn qui est plus grand que bn plus cn, c'est de calculer an plus dn plus 1 moins bn plus 1 plus cn plus 1. Et très honnêtement, quand vous cherchez cet exercice, il y a un moment où vous devez écrire ça. Un moment ou un autre, ça fait partie des pistes nécessaires par lesquelles vous devez passer. Et lorsqu'on a écrit ça, on se rend compte qu'on va prendre ces 4 lettres-là. Et donc, je vais mettre en facteur, parce qu'on ne sait pas bien ce que ça donne, AN. Alors, AN, c'est du A, j'ai un N là, moins B, plus les BN, je mets un plus C, je raille au fur et à mesure, ne le faites pas sur vos copies, évidemment, moins D, oui, plus des termes en CN, donc les termes en CN en viennent 1 qui arrive ici, B, et puis 1 qui intervient ici, donc moins A, plus un terme en DN, qui intervient une fois ici, donc D, moins le terme là en C. Bon. Une fois qu'on a écrit ça, en regardant cette égalité, alors je suis d'accord que c'est de l'inventivité, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, on a du A moins B facteur de A moins CN, plus, de l'autre côté pareil, C moins D, si je l'écris pour avoir des positifs, facteur de Cn moins Dn. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas une vraie récurrence, An moins Cn, et là c'est, Bn moins Dn. Mais si on arrive à montrer que An est plus grand que Cn et que Bn est plus grand que Dn, c'est gagné. Au passage, ceci vous donne comment procéder
la factorisation que j'ai redonnée à ceux qui l'avaient commencé à l'écrire et qui ne l'avaient pas forcément trouvé, de au rang 2. Au rang 2, vous prenez exactement cette factorisation-là, avec du a-c. C'est-à-dire a-b facteur de a-c plus c-d, facteur de b-d. Et tout ça, c'est positif. Et donc finalement, on va prouver notre exercice se déplace un peu. Et ce qu'on va montrer par récurrence, c'est non pas la relation qui est proposée, mais le fait que AN-CN est positif et que BN-DN est positif. Après, on le démontre. Ça, il n'y a pas de grande difficulté. Il suffit de poser ce AN-CN une fois que vous l'avez là. Hein, AN plus 1 moins CN plus 1. Là, vous allez obtenir que c'est du A facteur de AN moins CN plus BN. Oui, BN moins DN, j'ai une sur la factorisation, fois C. D'accord? A et C sont positifs, et donc là, j'ai l'hypothèse de récurrence qui permet de m'en sortir. Même chose, évidemment, pour BN et DN. Donc, on a changé notre problème, on raisonne par récurrence, et on a la solution. Voilà. Alors, évidemment, c'est trop long, comme d'habitude, fait en 3 heures. Néanmoins, je pense qu'en 3 heures, si vous prenez les choses calmement et les unes à la suite des autres, vous avez de quoi largement limiter les dégâts. Quand vous êtes mal parti, vous avez perdu 1 heure sur un exercice et que ça ne marche pas, il faut savoir se poser, reprendre calmement en disant « j'essaye un autre exercice ». Si on n'avait qu'un seul problème, où toutes les questions s'enchaînent, c'est plus compliqué. Volontairement, notamment en début d'année, je ne vous donne pas des exercices de ce type-là. D'accord ? Et le côté, pour avoir une bonne note, il faut en faire plein pour être tranquille. Non, vous passiez 3 heures à faire l'exercice 1 ou l'exercice 3 proprement, vous aviez une note plus que qu'on a, puisque vous avez la moyenne. D'accord ? Vous le faisiez correctement, mais en 1h30, vous abordiez les deux, et largement, de quoi avoir plus. Vous faisiez un système linéaire proprement, vous avez quand même 5 points à peu près sur 20. L'exercice 4, c'est un peu différent, parce qu'il faut un peu d'inventivité, mais ce n'était pas non plus inenvisageable, je pense. D'accord ? Donc, soyez sérieux, soyez courageux, reprenez ces questions-là, et n'hésitez pas à venir me poser des questions, le cas échéant. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.